26 mars 2020, bienvenue dans le décryptage. Ce soir, nous allons parler de la RD Congo, deux ex-ministres condamnés pour détournement de fonds. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Quand on parle de coronavirus sur la planète Terre, la RD Congo, le problème là-bas, c'est carrément autre chose. Deux anciens ministres ou un ministre et son collaborateur qui ont détourné des fonds, et ils ne sont plus vraiment aux affaires et c'est maintenant il faut les condamner. En fait, c'est une coïncidence de calendrier, puisque c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Le corona est arrivé au niveau de la RDC. On a vu le président de la République également prendre des mesures demandant que Kinshasa en particulier soit isolé par rapport au reste du pays, puisque des cas positifs ont été testés. Mais il y a la justice qui faisait également son travail avant. Et il se trouve que Dame Justice et Corona se sont rencontrés au même moment. Est-ce qu'il faut arrêter le cours de la justice parce que le Covid-19 est là? Je laisse aux Congolais de la RDC de prendre le soin de décider ou pas. Justement, qu'est-ce qu'on les reproche concrètement dans cette affaire-là? En fait, cette affaire est liée, à un autre virus, Ebola. Voilà. Pendant la riposte par rapport au virus d'Ebola, le ministre de la Santé, bien sûr, était en première ligne. Il y avait un fonds de 4,3 millions de dollars qui avait été mis à sa disposition. Et c'est sur ce fonds qu'on lui reproche d'avoir détourné 400 000 dollars, à peu près 200 millions. Et on le lui reproche à lui et à son conseiller financier, puisque le conseiller financier dit clairement que c'est le ministre qui lui a donné ordre pour décaisser. Le ministre a toujours nié avoir donné cet ordre pour décaisser. Le ministre a toujours nié également avoir reçu de l'argent par rapport à ce fonds-là. Donc c'est ce travail qui était en train d'être fait depuis 2018, ça ne date pas de maintenant, et qui aboutit aujourd'hui entre les mains de la justice. Et vous avez comme d'habitude les avocats, les juges qui sont là pour pouvoir démontrer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, quand on suit un peu l'actualité de ce pays-là qui tristement enregistre, si ce n'est pas la guerre dans le Béni, l'État de Béni, soit c'est Ebola, et dans cette affaire d'Ebola, est-ce que c'était vraiment une occasion pour qu'on puisse vraiment faire main basse sur quelqu'un qui font débourser ou bien déposer pour juguler la situation? Non, c'est inacceptable. Il faut être clair, c'est vraiment inacceptable. Il faut voir, Ebola a fait plus de 2200 morts. Et ces fonds ont été mis à disposition pour combattre Ebola. Il faut vraiment être un humain d'un genre particulier pour détourner de l'argent qui est destiné à sauver des vies. Et même quand on prend ces 200 millions, on va faire quoi avec? Acheter une voiture, acheter une maison, voyager? Est-ce que ça vaut la mort de combien de personnes? Puisqu'en fait, c'est ça la conséquence par rapport à une telle chose. Et c'est pourquoi, au niveau du tribunal, les juges ont considéré que l'acte est un acte criminel. Il a été condamné à 5 ans de travaux forcés en considérant que l'acte est grave parce que tout le monde sait comment la RDC a eu des difficultés avec le virus Ebola cette fois. Au niveau particulièrement du Nord Kivu et de l'Ituri, ils ont eu du mal à résoudre le problème. Il a fallu que l'OMS vienne à leur secours. Il a fallu que les pays même envoient des médecins pour venir soutenir ces pays. Si maintenant, parmi les acteurs de la riposte par rapport à Ebola, il y en a qui veulent se servir au niveau de ce qui a été mis à disposition pour mener et gagner cette lutte, il est clair que ça pose un énorme problème. Mais encore une fois, malgré le jugement, malgré la condamnation, le ministre continue à dire non, il n'a rien à se reprocher, il n'a pas ordonné, il n'a pas reçu de l'argent. Mais comment cela a été possible sans que les premiers dirigeants ne savent rien de tout ce qui s'est passé? C'est tout le débat actuellement, puisqu'il faut rappeler que c'est une affaire qui date de 2018 et que ce ministre lui-même a démissionné. Il a été ministre depuis fort longtemps. Il a été ministre de la Santé depuis 2016. C'était déjà sous Kabila. Il a été reconduit avec le président Tshisekedi. À un certain moment, il y a eu du quiproquo même entre lui et le président Tshisekedi, puisque
le président Tshisekedi a voulu qu'on teste un deuxième vaccin par rapport à Ebola. C'est un médecin. Le ministre est un médecin. Il a refusé. Il a trouvé qu'il ne fallait pas tester ce nouveau vaccin. Si vous vous rappelez également, à un certain moment, le président Tshisekedi a nommé comme coordonnateur de la riposte par rapport à Ebola un professeur émérite d'université connu pour ses travaux par rapport à la lutte contre Ebola. Et le ministre avait considéré qu'on l'avait un peu dessaisi du dossier concernant la lutte contre Ebola. Il a démissionné. Oui, il est parti. Il a quitté le gouvernement en ce moment-là. Donc, il y a tout cela qui est là, qu'il faut rappeler pour que les gens voient un peu le problème, sans compter qu'il est plutôt du camp de Kabila, il n'est pas du camp de Tshisekedi, parce que c'est ça aussi la réalité du gouvernement aujourd'hui au niveau de la RDC. Maintenant, dans ces conditions, le ministre persiste sur son innocence. Il dit qu'il n'a pas débloqué. Il va même plus loin en disant que sur les 4,3 millions de dollars dont je parlais tout à l'heure, lui, il a fait décaisser 2,4 millions de dollars. Mais il dit que quand il a démissionné, en un seul mois, on a décaissé 1,9 million de dollars. Qui a décaissé finalement? Il dit qu'on ne lui pose pas la question. Parce que lui, puisqu'il a démissionné, il n'était pas là, on ne peut pas lui demander de répondre sur le décaissement de ce 1,9 million de dollars, alors que lui, il n'était plus aux commandes, il n'était plus le ministre de la Santé. Il a demandé aux gens d'aller chercher ailleurs. Donc, ce problème n'est pas totalement résolu, même si au niveau de la justice, ils l'ont condamné, lui et son conseiller financier. Il n'a pas été là, oui, mais par quelle alchimie il a su? Il n'était plus là, c'est vrai, mais vous savez que quand on vient dans un ministère, souvent on place son cousin, on place des gens, et même quand on part, on laisse les oreilles dressées pour savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on dit de la gestion que j'ai laissée sur place. Et puisque lui, très tôt, les gens avaient décidé de le poursuivre, il a été même mis en résidence surveillée parce qu'on craignait qu'il fuit pour aller vers le Congo-Brazzaville cette fois. Et il avait intérêt à savoir même qu'est-ce qui s'est passé derrière lui par rapport à ses fonds, puisque c'est sur ces fonds qu'on devait l'amener en justice. Certainement, il a eu ses oreilles pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et il est très clair, en un mois, on a décaissé 1,9 million de dollars. Lui, il n'était plus ministre de la Santé, il ne peut donc pas répondre sur cette somme-là qui a été décaissée pendant qu'il n'était pas là. Qu'en est-il vraiment de son collaborateur? Qui était vraiment le cerveau du dossier, si on peut se permettre de le dire. Le collaborateur est dans une situation terrible parce que c'est lui qui a signé les papiers. Il y a des factures, il y a des, comment on les appelle encore, des bons de livraison que la justice a considérés comme des bons de livraison qui sont fictifs. Le collaborateur lui dit toujours que c'est le ministre qui lui a donné l'ordre. Et vous savez ce qu'on dit dans l'administration, c'est l'écrit. Quand vous dites le ministre m'a donné l'ordre, le ministre dit je n'ai pas donné l'ordre, il devient compliqué de pouvoir résoudre un tel problème. C'est ce que quelqu'un a dit contre ce qu'une autre personne a eu à dire. Mais lui également, il persiste, il signe en disant que c'est bel et bien le ministre qui lui a donné l'ordre, et lui, il n'a fait que suivre l'ordre du ministre, de sorte que tous les deux ont été condamnés de la même façon à 5 ans d'emprisonnement avec des travaux forcés, en considérant que tous les deux portent la même responsabilité sur cette affaire de détournement de 400 000 dollars de l'argent destiné à la lutte contre le virus Ebola. Donc on parle de la chasse à la sorcière. Je disais tantôt que la RDC se présente de façon particulière aujourd'hui parce que j'allais dire que vous avez dans le gouvernement une partie du gouvernement qui est un gouvernement Kabila, une partie du gouvernement qui est un gouvernement Tshisekedi, puisque chacun d'entre eux a choisi des gens pour mettre dans le gouvernement. Puisque ce ministre fait partie du camp Kabila, alors que tout le monde sait que depuis quelque temps, il y a quand même quelques grains de sable dans la relation entre le président Kabila et l'ancien président Kabila et le président actuel Tshisekedi, on peut effectivement le verser dans cela, d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce ministre n'a pas été sorti du gouvernement par le président Tshisekedi. C'est lui qui a démissionné à force de désaccord avec le président Tshisekedi sur la lutte à mener contre le virus Ebola. Est-ce que c'était le virus le problème? Ou bien est-ce que c'était un fervent défenseur de Kabila au point que sa présence dérangeait dans le gouvernement? En tout cas, de façon officielle, rien n'a été dit dans ce sens-là.
Est-ce une stratégie mise en place quand même pour quand même couper ce pont-là entre l'ancien et le nouveau pouvoir? Ben, ça ne suffira pas, puisqu'il y a déjà un partage du pouvoir au niveau du gouvernement. En plus de ce partage du pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, c'est Kabila qui dicte sa loi avec une majorité écrasante. Au niveau des gouverneurs également, c'est Kabila qui dicte sa loi, il a une majorité écrasante. Pour dire que, même si le président Tshisekedi était tenté par un bras de fer avec Kabila sur cette question, Kabila aujourd'hui est mieux armé. Parce que dans la Constitution, bien des éléments concernant les affaires intérieures, c'est le Parlement qui a le dessus. Le président de la République, c'est plutôt les affaires étrangères, la sécurité. Et il est clair que quand on parlera de riposte contre Ebola, Kabila se retrouvera bizarrement plus en situation de force par rapport au président de la République. Quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que cela ne donne pas de grain à moudre? Je suis à ceux qui disent que Tshisekedi est là juste parce qu'on ne peut pas faire autrement. Kabila, c'est lui qui dirige le pays en sourdine. Mais peut-être qu'il ne dirige pas le pays en sourdine. Ce qui est sûr, c'est que Tshisekedi est là comme un fait accompli. On ne peut pas l'appeler autrement. C'est un fait accompli qui est là. Rappelez-vous le discours qu'il avait tenu en Belgique quand il est allé lors de sa visite, quand il a levé le ton en disant que si ça continue lui-même, il va dissoudre le Parlement. Cela s'est traduit immédiatement par une crise au niveau du pays. C'est possible. Mais c'est possible. Il a le pouvoir dissoudre le Parlement, mais ça pose deux problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la dissolution du Parlement fait l'affaire de la RDC? Il ne faut pas regarder la chose en termes de la compétence, mais donnée par la Constitution. S'il dissout le Parlement, si on organise de nouvelles élections, est-ce qu'il va gagner? Et c'est pourquoi, quand les bruits ont commencé, toutes les communautés religieuses de la RDC se sont réunies pour faire de la médiation et dire aux gens la situation actuelle de stabilité au niveau du pays est déjà un acquis. Qu'on ne remette pas en cause cet acquis, parce qu'il y avait la question de Ebola qui n'était pas encore réglée à l'époque. Vous avez la question également de la violence dont vous avez parlé tout à l'heure au niveau de Béni, oui, avec les groupes armés qui s'y trouvent. Ils avaient pris ça comme prétexte pour dire que le pays a plutôt besoin de stabilité pour pouvoir répondre à ces enjeux qui sont là, déjà présents, et à d'autres enjeux que les populations attendent depuis fort longtemps en termes de chômage, en termes de développement économique, etc. Heureusement, ils ont été entendus de sorte qu'ils ont trouvé une solution par rapport à cette crise qui n'est pas allée plus loin. Donc, vous avez des gens qui sont là, qui font la veille, bien que tout le monde sait comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est comme si cette stabilité est considérée déjà comme un plus par rapport au pouvoir direct de Kabila. Alors, quand on sait que d'aucuns disent également que c'est une négociation entre l'ancien président, enfin le président sortant, Kabila et lui, et avec ce départ aussi brusque et la justice qui dit la loi, avec ce qui se passe dans cette affaire d'un fonds détourné, est-ce que ce n'est pas déjà un début de réfléchir entre les deux camps? Mais non, il faut que les gens acceptent également que la loi soit la loi. Il a été soupçonné de détournement, les enquêtes ont été faites, il est allé au tribunal, il a été jugé, il a été condamné. Quand on arrive au tribunal, il faut qu'on laisse de côté qui est pro-Tshisekedi, qui est pro-Kabila, et qu'on travaille, comme le droit le demande, sur la base de preuves pour montrer la culpabilité ou pas d'une personne, quel que soit le bord de la personne. Et quand le problème s'est posé, les communautés religieuses, la société civile et autres, c'est ce discours qu'ils ont tenu. Et à mon avis, c'est ça le bon discours. Qu'on amène la personne devant la justice, que la justice fasse son travail de façon indépendante, parce que c'est un pouvoir indépendant, et qu'on accepte la décision de la justice, que ce soit de la culpabilité ou de l'innocence de la personne, sans pour autant qu'on mêle la justice à un débat où certains dans le gouvernement sont du côté de Kabila, d'autres sont du côté de Tshisekedi. Donc si on poursuit quelqu'un du côté de Kabila, c'est parce qu'il est du côté de Kabila. Si on rentre dedans, la sortie de crise
attendu par les populations après les élections. On n'ira pas vers cette sortie de crise. La corruption qui a existé, que les populations ont longtemps dénoncée, va pouvoir continuer. Alors que tout le monde demande la fin de cet ancien système. Quoi qu'on dise, c'est une bonne leçon quand on sait qu'on a un autre virus devant qu'on est en train de combattre à travers le monde. Hein. En tout cas, il faut bien qu'on tire la leçon. On n'a pas les moyens. L'OMS a déjà sorti des milliards pour mettre à la disposition d'un certain nombre de nos pays. Il faut que les choses soient claires. Il faut que nos États puissent montrer de façon claire qu'est-ce qui a été fait. J'apprécie sur ce plan-là le cas du Sénégal, puisqu'il y a eu des contributions individuelles extrêmement importantes qui ont été faites par des personnes d'elles-mêmes, sans que cela leur soit demandé. Des télévisions même ont organisé privées des télétons. Actuellement, les Sénégalais d'eux-mêmes ont mobilisé pas moins de 2 milliards pour pouvoir mettre à la disposition de l'État. Mais ils sont clairs. On veut savoir à quoi ces fonds ont servi, et c'est des fonds pour lutter contre le Covid-19. Je crois que cela doit servir de leçon pour que celui qui va tenter de détourner ces fonds, que le tribunal fasse ce qui a été fait en RDC, que la personne soit jugée, si sa culpabilité est établie, qu'elle soit condamnée, quel que soit le bord auquel la personne appartient. Mamadou, merci pour les explications. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, dames, une pause s'impose. On va se retrouver dans un court instant pour la suite de ce grand rendez-vous de tous les soirs. Et ce sera bien sûr l'invité.